Bonjour à tous et à toutes. Je voudrais tout d'abord remercier Madame Bergeron de m'avoir donné cette occasion de participer à ce colloque dont le thème me paraît très intéressant. Ma présentation s'intitule « Les projets européens garantie de la qualité, les nouvelles approches pour les systèmes d'enseignement supérieur dans les pays en transition ». Mon exposé cherche à répondre à deux questions centrales de ce colloque qui concernent le rôle des programmes européens dans l'amélioration de la gouvernance et le renforcement des engagements démocratiques dans les pays de la zone euroméditerranéenne. Je prendrai comme exemple trois projets européens qui ont été conduits par le centre que je représente ici, qui est le Centre international d'études pédagogiques à Sèvres, qui ont eu lieu en Arménie, en Géorgie et en Syrie. Il s'agit de projets de jumelage institutionnel en Géorgie qui a été conduite en 2009, entre 2009 et 2011 et qui ont porté sur le renforcement des capacités pour la mise en place du processus de Bologne, donc en Géorgie. Le projet Tempus sur le renforcement des systèmes d'assurance qualité dans l'enseignement supérieur en Géorgie et en Arménie, qui a démarré en 2010. Et le projet Tempus sur l'introduction de l'assurance qualité dans les 5 instituts techniques intermédiaires pilotes en Syrie, qui s'est déroulé sur 4 ans, entre 2008 et 2012. L'expérience de ces projets nous montre que l'introduction et le renforcement des pratiques d'assurance qualité dans l'enseignement supérieur permet d'agir à 3 niveaux. Premièrement, l'introduction des pratiques de l'assurance qualité permet de développer la responsabilité individuelle des acteurs du système d'enseignement supérieur et la démocratie dans le système. Deuxièmement, c'est aussi un moyen d'améliorer bien évidemment la qualité et la capacité du système à évoluer dans le temps. Et puis, troisièmement, c'est un moyen aussi de renforcer le dialogue interne et externe des établissements dans ces pays-là. Il me semble que, effectivement, tous ces éléments sont très pertinents pour les pays dont les systèmes d'enseignement supérieur ont été organisés dans le cadre d'une forte centralisation. En ce qui concerne le premier aspect, qui consiste de voir la garantie de la qualité, les pratiques de la garantie de la qualité comme un moyen de développer la responsabilité individuelle et la démocratie, cet aspect nous paraît particulièrement pertinent et important. C'est effectivement à ce niveau-là qu'on commence à rencontrer les premières difficultés dans le cadre de la mise en œuvre des projets européens. Merci. Rappelons que les pratiques de la garantie de la qualité reposent sur la responsabilité individuelle de chacun des acteurs du système d'enseignement supérieur et ils ne peuvent avoir du sens, ils ne peuvent être efficaces véritablement que uniquement dans les systèmes où effectivement tous les acteurs utilisent leur autonomie et sont capables d'assumer leurs responsabilités. Cette notion de la responsabilité individuelle, elle peut paraître évidente probablement dans les sociétés occidentales, mais elle ne l'est pas tellement dans les pays en transition dont je parle ici. Pourquoi ? Parce que effectivement, ces pays gardent encore les traces des systèmes gouvernés, ce que j'appelle un peu à l'ancienne, dans une approche top-down. Donc où effectivement c'est le ministère qui prend la plupart des décisions et peu d'initiatives sont attendues de la part de chacun des acteurs et notamment des établissements d'enseignement supérieur. Ainsi, je crois qu'il ne faut pas voir le processus de Bologne et les pratiques d'assurance qualité comme un simple ensemble des procédures
qu'il convient de respecter à la lettre, telles que donc la structure unique des diplômes en 3 niveaux, ou l'introduction des crédits ECTS, la délivrance des suppléments au diplôme, etc. Mais pour moi, le processus de Bologne et les pratiques de la garantie de la qualité permettent de poser des vraies questions et s'attaquer au fond du problème. Il pose des vraies questions, notamment concernant le changement du schéma global du fonctionnement du système. Ils impliquent le passage du système, comme je disais tout à l'heure, top-down, gouverné par le haut, vers un système basé sur l'autonomie et la responsabilité de chacun des acteurs. Ainsi, il nous semble qu'il est nécessaire de poursuivre dans cette direction et continuer de mettre en place des projets dans le domaine du processus de Bologne ou de l'assurance qualité, ou en tout cas, si on veut sortir un petit peu de ces problématiques qui commencent à assez bien représentées dans les pays en question. Si on veut sortir de ces thématiques, essayer de garder cette approche qui vise effectivement de réformer le fond du système. Ce schéma représente les 3 principaux acteurs du système d'enseignement supérieur et montre les différents positionnements de chacun. On voit d'un côté le ministère qui définit les politiques nationales et qui assure la protection des droits de chacun des citoyens. De l'autre côté, les établissements d'enseignement supérieur qui sont autonomes et qui rendent les comptes sur les résultats de leur travail au ministère. Et de l'autre côté, on a les agences d'évaluation qui sont eux aussi indépendants du ministère et qui évaluent la qualité des services rendus par les établissements. Les agences rendent compte de leur évaluation objective et indépendante au ministère. Pour parler d'un exemple concret, je pourrais citer le projet de jumelage institutionnel qu'on avait conduit en Géorgie en 2009-2011 et dont le chef de projet est d'ailleurs ici présent lui-même, pourrait en parler peut-être ou compléter s'il le souhaite. Mais on avait montré ce schéma qui peut vous encore une fois paraître assez évidente au vice-ministre de l'enseignement supérieur en Géorgie. Il n'était pas forcément d'accord avec cette vision des choses. Pour lui, par exemple, le ministère n'était pas forcément censé de définir les politiques nationales en éducation, notamment en ce qui concerne la définition de l'offre de formation. D'après lui, c'est le marché, avant tout, qui devait s'en charger. Il était assez fier d'un nouveau principe de financement qui venait tout juste d'être introduit dans ce pays, qui s'intitulait en anglais Money Follows Student, donc l'argent suit les étudiants, ce qui impliquait que les financements des universités dépendaient surtout des choix que faisaient les étudiants. Les différents échanges qu'on a eus dans le cadre de ce projet, les échanges entre les experts allemands et français qui étaient mobilisés sur ce projet et donc le ministère géorgien, ont permis effectivement de convaincre, de faire évaluer la position du ministère géorgien et effectivement essayer de formuler des positions très claires au niveau national à ce niveau. En ce qui concerne l'indépendance des agences, encore une fois, pour prendre le cas géorgien, l'agence d'évaluation qui était censée être indépendante ne l'était pas vraiment, puisque le vice-ministre lui-même était président du conseil d'accréditation, donc qui prenait les décisions sur l'accréditation de tel ou tel programme ou tel établissement.
Ce qui nous a un peu étonné, c'est effectivement la précipitation avec laquelle le ministère géorgien prenait les décisions suite aux recommandations européennes. Et donc la toute première mission qu'on avait organisée dans le cadre de ce projet, qui préconisait de faire sortir le vice-ministre de ce conseil d'accréditation, a été rapidement suivi des faits, puisqu'un nouveau décret a été publié dans l'espace de 2 semaines qui modifiait le système en conséquence. Je ne vais pas rentrer beaucoup plus en détail, mais pour résumer, donc je pense que l'assurance qualité permet de bien définir le rôle de chacun des acteurs et organiser les relations entre les différents acteurs du système dans le cadre d'une nouvelle organisation dans lequel le ministère n'est plus la seule institution donneur d'ordre, mais c'est un vrai partenaire à part entière qui doit dorénavant utiliser d'autres mécanismes de régulation du système. En ce qui concerne le deuxième aspect, qui consiste à voir la garantie de la qualité comme un moyen d'améliorer la qualité et la capacité d'évoluer du système, à ce niveau, je crois que la garantie de la qualité n'apporte pas toutes les solutions, puisqu'on sait que les problèmes sont nombreux, tels que les faibles salaires des enseignants, mauvaises conditions de travail, manque de formation continue, etc., de manuels scolaires, de matériel informatique, etc. Tous ces problèmes-là, effectivement, restent toujours là, malgré le fait qu'on introduit les pratiques de la garantie de la qualité, que ce soit au niveau national ou au niveau institutionnel. Et puis, troisièmement, je crois que les projets concernant la garantie de la qualité, les pratiques de la qualité, sont également utiles parce qu'ils permettent de renforcer le dialogue interne et externe. Et ça, c'est aussi un aspect important qui n'est pas forcément commun pour tous ces pays en transition qui sortent comme je disais tout à l'heure, d'un système gouverné par le haut. Donc, je crois qu'il est important de garder cet aspect pour le futur projet. Et le projet que nous avons actuellement en cours, projet Tempus Pica en Arménie et en Géorgie, justement tient bien compte dans sa méthodologie de cet aspect-là. Et enfin, pour conclure, disons que même en France, ce constat doit être juste, il me semble, mais on le voit aussi dans les pays que j'ai cités, qu'il faut effectivement savoir utiliser l'autonomie des établissements à bon escient. Et dans ce nouveau système qu'on est en train de mettre en place, il est important de savoir quel est le rôle du ministère, le rôle des établissements et des autres acteurs de la société ou du système d'enseignement supérieur. Et comment trouver un bon équilibre entre l'autonomie des établissements et la qualité des services qu'ils proposent. Je vous remercie pour votre attention.